Donc je vais vous restituer le deuxième atelier qui était donc sur l'observatoire, qui est quand même assez lié, je pense, à la mise en réseau. L'idée, c'était vraiment de se dire comment on peut monter, est-ce que c'était intéressant déjà, et comment on peut monter un observatoire des RIS, et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans. Donc en fait, en pareil 30 secondes, on a évacué la question. Oui, il y a un intérêt à créer un observatoire, personne n'est revenu sur la question. Donc on a plutôt passé du temps à essayer de se dire pourquoi faire et qu'est-ce qu'on met dedans. Donc on a quand même d'emblée bien retenu le fait qu'il y avait des indicateurs qu'on suivait tous déjà, donc vraiment en lien avec l'IDEA, mais qu'il ne fallait pas se restreindre à ces indicateurs-là qui étaient quand même très restreints et très ciblés sur certains thèmes, et que donc il fallait vraiment aussi se questionner sur nos propres besoins en termes de réserve de ciel étoilé, et donc astro, biodif, enfin voilà, tous ces sujets sur lesquels dont on a parlé pendant ces 2 jours. Du coup, quand on a parlé indicateurs, on a quand même essayé de se questionner et de recentrer sur le fait que on allait essayer d'imaginer des indicateurs tout en gardant en tête qu'il faudrait que ce soit des indicateurs qu'on arrive à collecter régulièrement, et qu'en fait on ne se lance pas dans des choses qui sont certes très intéressantes, mais qui en fait finalement ne seraient plus du tout suivies, et avec un observatoire qui n'arriverait pas à vivre. Donc on a beaucoup parlé réplicabilité, simplicité, et ne pas les multiplier, ne pas rentrer dans des indicateurs trop précis et détaillés, en tout cas sur ceux qu'on souhaitait voir revenir régulièrement. Donc on a aussi discuté du fait qu'il y avait des indicateurs qui allaient être très qualitatifs et d'autres très quantitatifs, qu'en général la difficulté de les collecter était vraiment différente des uns aux autres, et que du coup selon on n'aurait pas forcément la même fréquence, donc sur un nombre très ponctuel, voilà, ça on peut le faire tous les ans, c'est des choses qu'on suit, il n'y a pas de souci. Le nombre de rénovations, ça c'est des choses qu'on suit déjà pour l'IDEA. Par contre sur des études qualitatives plus grandes et qui demandent plusieurs années, ça serait peut-être plus ponctuel, donc à suivre dans le cadre de l'observatoire, mais pas à demander à toutes les réserves systématiquement et à une fréquence très rapide, quoi. Dans les difficultés, avant de rentrer dans le détail des indicateurs, on est revenu aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas tous les mêmes structures, on n'avait pas tous les mêmes moyens, et que donc on n'avait pas forcément les mêmes moyens humains et également les mêmes compétences. Dans les parcs nationaux, il y a quand même des compétences sur la biodiversité, le suivi, qui ne sont pas forcément présentes dans les autres structures porteurs. Il y a des moyens financiers différents. Là, typiquement, les parcs nationaux ont le projet Life Plus, et les PNR, pour l'instant, on est moins intégré dedans. Donc voilà, comment on peut faire pour avoir des indicateurs communs, quelles que soient les structures qui portent les RIS. Et voilà, donc ça, c'était dans le choix des indicateurs, ça sera quelque chose à prendre en compte. On a choisi plusieurs thèmes, donc nous on est à 6, mais peut-être qu'il faudra qu'on voit pour se recoordonner avec la mise en réseau. Donc on a travaillé sur biodiversité et paysage, santé, sensibilisation, éducation, la mise en tourisme, pollution lumineuse et rénovation de l'éclairage public, qu'on a séparé de pollution lumineuse, même s'il y a des points communs. Et on s'est surtout dit qu'il ne fallait pas réinventer la poudre, et donc travailler sur les travaux déjà existants. Il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits, et aussi s'appuyer sur les travaux à venir. Donc là, ce matin, ils nous ont présenté quand même des indicateurs biodiversité, donc ceux-là, on va peut-être les attendre. Donc je vais essayer d'être assez rapide, mais on tenait quand même à essayer de vous présenter rapidement les indicateurs qu'on avait pré-identifiés. Donc sur pollution lumineuse, on s'est centré sur 3 indicateurs. Donc la mesure de noirceur de ciel qu'on fait tous de toute façon. Avoir des cartes de pollution lumineuse, donc là peut-être à une mesure de temps pas tous les ans, peut-être les faire tous les 3 ou tous les 5 ans. Et avoir des suivis photographiques avec, ça peut être du sol, du ciel, avec différentes technologies, certains qui vont mesurer la pollution lumineuse, d'autres d'avoir juste des suivis photos, mais qui sont quand même très intéressants. Je ne rentre vraiment pas dans le détail, on pourra en discuter après. Sur l'éclairage, on avait un suivi des points lumineux, donc plutôt orienté sur l'éclairage public, qui en général est déjà mis en place. C'est plutôt facile quand il y a des syndicats d'éclairage. On a pensé aux RIS qui candidatent et qu'on connaît, qui n'ont pas forcément de syndicat d'éclairage, ou aux RIS déjà présentes, où on n'a pas sur toutes les communes des syndicats. Donc là, on sait que ça demande plus de temps, mais il faut le faire, et en s'appuyant sur le standard qui a été défini cette année. Voilà, donc là, on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer la poudre.
ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien de l'uniformiser entre toutes nos RIS et de bien garder un historique d'année en année pour pouvoir avoir une évolution. Parce que des fois, en fait, les données s'écrasent au fur et à mesure et on n'arrive pas finalement à avoir l'évolution au niveau de nos RIS. Ensuite, on a dit qu'il faudrait bien faire un point pour suivre la suppression des points lumineux qui avait été effectuée sur les territoires. Suivre potentiellement, ça la question reste, la densité des points lumineux, et ensuite suivre le nombre de communes engagées. Donc là, on passe à une autre maille et une autre échelle sur la RIS. Donc combien de communes ont engagé une démarche de réduction de la pollution lumineuse, quelle qu'elle soit. Certains territoires bien avancés nous ont dit, nous, on les a toutes, donc tant mieux. Il me semble que ce n'est pas le cas pour tous les territoires de RIS. Et avoir un suivi du privé. Là, on s'est posé beaucoup de questions sur la facilité de collecte et la possibilité de collecte, et peut-être de faire des zooms sur les zones commerciales quand on en a et qui sont un peu impactantes. Et voilà, pour chaque RIS, de pouvoir identifier 2 ou 3 points sur la petite zone industrielle, la zone commerciale, voilà, là où il y a du privé vraiment spécifique. Et dans le live, a priori, il y a quand même un travail qui va être fait là-dessus. Donc, une fois que ça aura avancé, on pourra peut-être rajouter des indicateurs. Au niveau sensibilisation et pédagogie, il y a eu une grande discussion parce qu'en qualitatif, je pense qu'on les a tous aussi, nombre d'événements, nombre de participants, nombre de classes, nombre d'enfants qui ont bénéficié, nombre de colonies de vacances. Donc la question, c'est déjà de bien se mettre d'accord sur quel type d'événement on suit. Donc quand on fait des événements, est-ce qu'on suit que ce qui est organisé par les porteurs de la RIS ou est-ce qu'on suit aussi ce qui est organisé par les acteurs du territoire ? Et est-ce qu'on suit bien tous les mêmes types d'éléments pour qu'on puisse se comparer aussi et pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'était un des points de vigilance. Il suffit, entre guillemets, de se mettre d'accord, mais a priori, ça peut se faire. On a également parlé de suivi des réseaux sociaux. On n'est pas forcément tous engagés, mais pour certains territoires, il y a une grosse politique et quand même en termes de sensibilisation et d'éducation. Enfin, on l'avait vu avec le Mont Mégantic. Enfin, eux, c'est quand même un gros axe de travail. Après, nous, par exemple, chez nous, on n'a pas de réseaux sociaux spécifiquement dédiés à la RIS, donc à voir comment on s'en empare. On a proposé de suivre le nombre d'acteurs ambassadeurs de la RIS, donc les associations, les CPIE qui proposent des choses aussi. Donc là, on reste sur des choses quand même assez quantitatives à suivre, on aura des nombres. Et en fait, après, pour nous, il y a une question qui reste, c'est quand on a sensibilisé 100 personnes lors d'une soirée, quelle est son appropriation du message, comment on peut suivre le fait qu'en fait, elle a retenu ce qu'est la RIS, qu'elle va vraiment pouvoir porter le message par ailleurs. Donc là, on se retrouvait un peu plus coincé pour avoir un indicateur facile d'accès. Donc on a parlé là de faire des études sociologiques, mais qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent plutôt être faites... donc notre proposition, c'était plutôt de dire qu'on n'allait pas demander à toutes les réserves de le faire, mais par contre que chaque RIS puisse le faire une fois ponctuellement de temps en temps. A priori, sur les parcs nationaux, c'est des choses qui se sont déjà faites, donc voilà, qu'on puisse s'emparer de ça pour essayer vraiment de voir dans quelle mesure ces ateliers et tous ces événements permettent de vraiment diffuser le message et que la sensibilisation arrive à son terme. Ensuite, il y avait le sujet sur la mise en tourisme de la nuit. Donc là, de manière pareille, en quantité, on propose de suivre le nombre d'offres et de produits liés à la nuit qui est proposé sur la RIS. A priori, il y a les marqués, donc les esprits parcs pour les parcs nationaux et les marques, on a aussi des marques pour les PNR pour s'appuyer dessus. La fréquentation des événements sur chacun des produits et quand il y a des sites d'accueil où on peut compter les gens qui viennent. Le nombre de formés chez les socioprofessionnels et les offices du tourisme. Et après, on revient un peu sur la même question d'avant. Comment on peut savoir l'attractivité du territoire liée au label? Donc là, ce sont des grosses études qu'il faut refaire aussi ponctuellement. Les parcs nationaux, a priori, le font sur pourquoi les gens sont venus sur le territoire parce qu'il est parc. Donc c'est des choses qui pourraient être reproduites, mais c'est pareil, on ne fera pas ça tous les ans, c'est pas possible. Sur la santé, en fait, on s'est dit que c'était complètement nouveau, que dans la salle, personne n'avait vraiment d'indicateur à proposer. Par contre, l'AFE qui était dans notre atelier nous a dit qu'ils avaient des experts sur ces sujets-là. Donc notre proposition, c'est plutôt que nous, dans la salle, on se forme à ces sujets-là et qu'on puisse, au prochain congrès, parler de ça. Et sur biodiversité, c'est pareil, on a cru que ça allait être hyper compliqué et finalement, on est revenu à quelque chose d'assez simple. Ce qu'on proposerait, c'est de suivre le nombre d'études qui sont faites sur chaque risque, donc de ne pas rentrer dans de rester vraiment à de la quantité. De suivre le nombre de restaurations et de reconquêtes des corridors écologiques qui sont faites, selon différents outils qu'on ne va pas détailler là.
Et par contre, en termes de qualité, il y a le programme là qui est en train de se faire pour avoir un indicateur à développer. Et donc ça, en fait, rendez-vous dans 2 ans ou l'année prochaine pour voir comment on peut s'approprier cet indicateur-là au niveau des risques.